Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'actu en ce lundi 21 avril. Et oui, hier c'était Pâques. On a pu voir le pape au balcon du Vatican. Il sera parti en beauté quand même. Eh oui, le pape est mort. Vive le pape. Non, c'est avec le roi, pardon. Évidemment, pendant quelques jours, le Vatican va attirer tous les regards parce qu'on va se poser la question, finalement, qui va être le nouveau pape ? Alors, vous savez comment ça se passe. Et d'ailleurs, il y a un très très bon film qui est sorti l'année dernière, je crois, ou cette année, je ne sais plus. Non, je crois que c'est l'année dernière, qui s'appelle Conclave, avec Ralph Fiennes. Conclave, c'est le terme utilisé pour tout le cérémonial pour élire le nouveau pape. Alors évidemment, en règle générale, il y a 1, 2 ou 3 papes, deux ou trois cardinaux qui, on va dire, ont une pole position, si ce n'est pas le pape François qui avait déjà donné avant ses instructions pour inciter les cardinaux à voter plus pour un pape qu'un autre. Et il y en a un qui déjà ressort un peu, je ne me souviens plus de son prénom, son nom c'est le cardinal Sarah, qui est un pape de couleur. Ce qui serait dans une logique, puisque vous le savez, pour beaucoup de catholiques, si on se réfère à l'Apocalypse de Saint Jean, je crois que c'est l'Apocalypse de Saint Jean, il est écrit que l'Église vomirait le pape, et ce qui fait que sur d'autres textes, on considère que le pape François serait en réalité pas le dernier pape de l'Église catholique, mais plutôt c'est Benoît XVI. Benoît XVI qui est le dernier pape qui a quitté le Vatican, qui a quitté le poste de pape dans des circonstances un peu spéciales, puisqu'en réalité, vous le savez que le Vatican, il y a eu des problèmes de corruption, de détournement de fonds, etc., jusqu'au jour où les caisses se sont retrouvées vides. Et là, je crois que c'était J.P. Morgan qui s'occupait des comptes du Vatican, là a dit, non, là, stop, les gars, là, va falloir réviser la copie. Alors, il y en a qui ont révisé la copie au tel point que, finalement, pour faire pression, ils ont été jusqu'à même couper le SWIFT. Le SWIFT, vous savez, c'est ce mode de paiement international qui vous permet dans n'importe quel pays de pouvoir utiliser votre carte bleue. C'est un système qui, je le rappelle, est américain. Dont d'ailleurs, on a incité l'Europe à accepter l'idée de rétablir le SWIFT pour la Russie. Donc encore une fois, petit aparté, vous voyez que les Européens, vous êtes gentils de vouloir jouer, de bomber le torse devant les États-Unis. Il n'empêche que les États-Unis, aujourd'hui, vous tiennent par la peau des couilles parce que c'est eux qui détiennent le système de paiement international. C'est-à-dire que demain, si l'Europe, vous n'êtes pas gentil, Trump, il vous coupe le SWIFT. Et là, vous êtes dans la merde. Sacrément dans la merde. Parce que vous n'avez aucune alternative. Vous n'avez aucun autre système qui vous permet de pouvoir payer vos échanges internationaux. Donc, on est d'accord ? Et donc, pour beaucoup de catholiques, François n'était pas considéré véritablement comme un pape à proprement parler, parce que, pareil, il a eu pas mal de politiques, on va dire plutôt libérales, progressistes. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, si ça se trouve, peut-être qu'ils vont continuer cette idéologie progressiste en mettant en place le premier pape noir de l'histoire de l'Église catholique. Sauf qu'en face, il y a quand même encore des cardinaux qui sont relativement conservateurs. C'est pour ça que
je vous parle de ce film Conclave, qui est un très très bon film, qui est très bien interprété, parce que justement il vous montre bien, en dehors du twist final, je ne vous spoil pas parce que le twist final est quand même assez excellent, que même au sein de l'Église catholique, comme au sein de beaucoup de religions d'ailleurs, vous avez toujours les courants radicaux, les courants très conservateurs, qui peuvent changer la donne complètement et finalement faire élire un pape beaucoup plus conservateur, comme l'a été d'ailleurs Benoît XVI, qui était allemand, je crois, c'était Ratzinger, allemand ou autrichien, je ne sais plus, qui lui était beaucoup plus conservateur. Mais parce que justement il était plus conservateur, mais qui ne rentrait plus dans la ligne de ce que l'on souhaitait voir transformer le Vatican, c'est peut-être pour ça que sur le système financier, on a commencé à balancer un petit peu de la merde. Donc oui, du pape, vous allez en manger pendant encore peut-être une semaine, au moins jusqu'à la nomination du nouveau pape. Concernant l'Algérie, comme je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai abordé le sujet, tant qu'il y aura des intérêts français ou industriels français en Algérie, le gouvernement fera le dos rond. Sauf que si on gratte un petit peu, et c'est là que je reproche tous vos experts télévisuels, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière en coulisses, derrière le gouvernement algérien. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est un terrain de conquête russe et chinois, mais aussi américain. Enfin, américain, il l'était, puisque Donald Trump vient de décider de retirer toutes ses billes d'Afrique. Alors attention, quand il retire toutes ses billes, c'est les billes fédérales, c'est-à-dire les billes des États-Unis d'Amérique. Ça ne veut pas dire que les gros consortiums, les grosses compagnies privées américaines ne vont pas continuer à faire un peu de lobbying dans certains pays pour essayer de dégager la concurrence et réussir à récupérer certains marchés, puisque tout ce qui est minerais, matières premières, pétrole, gaz, etc., vous le savez, c'est le nerf de la guerre. Si vous cherchez bien, si vous grattez bien, vous allez comprendre que quasiment tous les conflits de ces 70 dernières années, en dehors des conflits de décolonisation et de lutte entre les deux blocs, c'est aujourd'hui il y a toujours un intérêt énergétique. Je rappelle, c'est comme l'Afghanistan, puis du terrorisme, oui, mais pas que. C'était que aussi, faire la guerre en Afghanistan, c'était foutre en l'air le projet russe d'un gazoduc. Je ne sais plus si c'était un gazoduc, un pipeline, mais je crois que c'était un gazoduc pour alimenter les pays du sud asiatiques. L'Inde, Pakistan, jusqu'aux Philippines. Donc évidemment, vous comprenez que les Occidentaux ont dit hop, qu'est-ce qu'il est en train de faire là, les Russes là Non, on ne veut pas de ça. C'est comme le fameux gazoduc qui devait traverser la Syrie. Sauf que Bachar el-Assad a toujours refusé. Là, c'était le gaz qatari qu'on faisait monter jusqu'à Israël, etc. D'où la raison pour laquelle on a voulu dégager Bachar el-Assad. Donc ne vous inquiétez pas si avec le nouveau régime syrien, tout d'un coup, il y ait encore une fois de la complaisance des pays occidentaux, parce que derrière, vous avez des intérêts, encore une fois, énergétiques. Tout comme je rappelle, aujourd'hui, vous avez certains pays occidentaux qui voudraient voir le projet de la nouvelle route de la soie tomber à l'eau. Oui, parce que dans ce cas-là, ça permettrait à la Chine d'avoir un véritable réseau routier ferroviaire pour arroser l'Europe. Donc l'Ukraine, pareil. L'Ukraine, qu'est-ce qui a fait naître les conflits en Ukraine? Qu'est-ce qui a foutu le bordel? C'est le gaz. Parce qu'on voulait casser
l'alimentation du gaz en Europe via l'Ukraine. L'Ukraine ayant été une plaque tournante énergétique entre la Russie et l'Union européenne. Bon, il n'y a que Gaza peut-être. Gaza, là, c'est plus un problème ethnique. Quoique, paraît-il qu'il y a des petites zones offshore, pas inintéressantes, au large des côtes de Gaza. Donc, le problème, c'est qu'évidemment, tous les médias manipulent généralement l'opinion sur des principes de droits de l'homme, d'humanisme, de démocratie, etc. Alors, c'est pas faux d'un certain point de vue, mais en général, si vous grattez bien, vous trouverez toujours un petit intérêt, voire un très gros intérêt de certaines industries privées bien placées dans les réseaux et dans les sphères étatiques pour réussir à pousser des autorités, des pays, à vouloir dégager des dirigeants, à vouloir pousser à des changements de régime, à financer des groupes de résistance, d'opposition, voire même essayer de pousser à la bordélisation du pays, comme c'est actuellement le cas aux États-Unis avec toutes les manifs qui sont actuellement organisées contre Trump. Ces manifestations qui, si on gratte encore un petit peu, messieurs les journalistes, faites votre boulot, vous verrez que ces manifestations, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est extrêmement réglementé. Vous ne pouvez pas faire des manifestations où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes obligé de faire des déclarations. Pour faire des déclarations, c'est comme en France, il faut des organisations, il faut des organismes qui assument la responsabilité de l'organisation de ces manifestations. Eh bien, aux États-Unis, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, les médias vous disent « Oui, regardez, des Américains sont en train de manifester à New York contre Donald Trump. » Oui, sauf que ce sont des gens sous des organisations qui, comme par hasard, font partie des 186 organisations financées par des philanthropies démocrates. Donc on est d'accord que, encore une fois, tout est une question de manipulation. De toute façon, dites-vous bien, dans un peuple, vous trouverez toujours des illuminés, des fragiles duos, des idiots utiles, pour aller bordéliser des centres-villes, pour foutre en l'air des pans économiques. Parce que c'est comme ça. Il y aura toujours des manipulations idéologiques, politiques. Et en France, c'est pareil. Quand vous avez des manifestations, que ce soit le Rassemblement National, que ce soit les socialistes, que ce soit la LFI, que ce soit la DLH, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, qui elle aussi aujourd'hui a perdu complètement son autonomie et son indépendance pour devenir une organisation politique, idéologique. Ou des organismes tels que SOS Racisme, Adama Traoré aussi. Je veux dire, cette organisation, ce mouvement, il existe, mais il est financé. Je veux dire, c'est pas Assa Traoré qui finance elle-même le mouvement. Non, vous avez des organismes de financement. Des organismes de financement d'ailleurs, tiens, je rappelle, beaucoup de gens, oui, rendez-vous compte, les Américains, ils ont coupé l'USAID, qui était un organisme important dans le financement de certaines associations, groupes, mouvements humanitaires, solidaires, etc. Oui, mais pas que. Dois-je vous rappeler que l'agence France Presse a touché des sous de l'USAID. L'USAID, organisme fédéral d'aide au développement, qui finance l'AFP. Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Entre autres. Mais c'est ça, en fait, parce que tous ceux qui sont en train de pleurer là, contre Trump aujourd'hui, ils oublient que, malheureusement, les administrations fédérales, parfois, ont été instrumentalisées, ont été parfois démantelées pour être reconstituées autour d'un pôle d'action, d'influence, de lobbying, d'interventionnisme à l'international.
Donc voilà. Attention, encore une fois, je ne défends pas Trump. Trump est ce qu'il est. C'est peut-être pas le président qu'il fallait pour les États-Unis. Malheureusement, c'était le seul qui était contre l'establishment. Donc là, aujourd'hui, il fait tout pour faire chier l'establishment. Alors, vous apprendrez certainement que M. Klaus Schwab, Klaus Schwab, qui l'année dernière a quitté son poste de président du Forum économique de Davos. Et bien là, hier, dimanche, en même temps que la mort du pape, on a appris qu'il a quitté aussi son siège du conseil d'administration. Alors le bonhomme, il est en train de pleurer parce que, évidemment, la politique de Trump menace le grand reset. Alors ça, c'est ce qu'on vous dit. En réalité, Klaus Schwab, il quitte ses fonctions. Pourquoi ? Parce qu'il a compris que les gens en qui il avait confiance, les gens dont le cercle du nouvel ordre mondial, finalement se sont rendus compte qu'ils n'ont pas misé sur les bons chevaux. Et donc Donald Trump est en train certainement d'installer les bases d'une nouvelle stratégie avec de nouveaux acteurs, je vous avais dit, changement de casting, pour la mise en place du nouvel ordre mondial. Et comme Klaus Schwab, c'est celui qui avait plus ou moins caressé dans le sens du poil des gens comme Trudeau, comme Macron, Biden, Merkel. Sauf que ces gens-là, aujourd'hui, ils dégagent. Il y a encore Macron à la rigueur, mais bon, Macron en 2027, à moins qu'ils accélèrent le mouvement à l'échelle de l'Union européenne pour faire la mutation en système supranational, on le sait, Macron vise le poste. Bon, sauf que pour l'instant, c'est pas lui qui est promu au siège de président du pouvoir exécutif de l'Europe, c'est Mario Draghi pour l'instant. Alors à moins qu'il arrive quelque chose à Mario Draghi, là dans ce cas-là, en effet, ça serait Macron qui serait potentiellement candidat à cette fonction. Mais bon, pour l'instant, à l'échelle de l'Europe, l'Europe, ils sont quand même pas mal dans la merde en ce moment. Ah ouais, il y a plein de dissensions, puis ils n'arrivent pas à être crédibles avec leur projet de construire une Europe contre la Russie. Parce que vous rendez-vous compte, la Russie, elle veut attaquer l'Europe. Attendez, la Russie, elle est même pas foutue d'envahir l'Ukraine. En plus, elle a du mal à récupérer des territoires qui ont été pris par les Ukrainiens du côté de Koursk. Et c'est ce même pays que vous dites que la Russie va envahir l'Europe. Mais vous prenez vraiment les gens pour des cons. C'est pas possible. Où est-ce qu'on en est là d'ailleurs du traité ? Pour l'instant, on a 2 officiels américains qui sont allés à Paris là. On ne sait pas trop ce qu'ils ont négocié finalement. Mais très clairement, de toute façon, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, Poutine, lui, ne lâchera jamais l'affaire sur le Donbass et la Crimée. Et qui plus est, ça se trouve, il veut encore plus de garanties. Garantie que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Et qui sait, peut-être qu'il ne veut plus qu'elle rentre aussi dans l'Union européenne. Allez savoir. Alors, on vous dit les marchés s'effondrent. Non, les marchés ne s'effondrent pas. La preuve, c'est que quand il y a eu le crack, le pseudo-crack, quand je vous avais dit il faut attendre la fin de la semaine pour voir si les valeurs remontent, et bien finalement, elles ont remonté. Elles ont tellement remonté que quand Trump a annoncé qu'il suspendait pour 90 jours l'application des hausses des frais douaniers sur l'Europe, je crois, tout de suite, il y en a, oui, regardez, il a fait un délit d'initié. Ah bon ? Bah oui, parce que les valeurs ont remonté. Donc ça veut dire que, ça se trouve, il a dit à ses potes d'acheter, et puis il a annoncé à l'avance ce qu'il avait l'intention de faire. Oui, ben ça, il faut le prouver. Et pour le prouver, il faut trouver des gens qui se sont enrichis sur cette hausse, qui ont fait une spéculation énorme sur la hausse, sauf qu'actuellement, pour l'instant,
les gendarmes de la bourse n'ont trouvé aucun signe particulier de gens qui tout d'un coup auraient investi en masse à l'aube de l'annonce des 90 jours de suspension. De toute façon, dites-vous bien que la finance, si elle ne veut pas se faire éclater aux quatre coins de Paris façon puzzle, si vous avez la référence de l'expression, elle sera obligée de faire des réajustements. Tout comme Trump, peut-être, sera certainement obligé, lui aussi, de faire des réajustements dans sa politique économique. Et je vais terminer par cette information aussi qui circule. Oh mon Dieu, rendez-vous compte, à cause de Trump, beaucoup de touristes étrangers et internationaux ont décidé d'annuler leur voyage aux États-Unis. Oui, les États-Unis, ça va être une catastrophe. Le marché du tourisme va s'effondrer. Vous le lisez, vous l'entendez, hein. Alors, laissez-moi vous expliquer un petit truc. En 2023, la proportion de touristes extra-américains, c'est-à-dire extra venant d'Asie ou d'Europe, représentait sur le marché du tourisme 3,5%. C'est-à-dire qu'on a 98% de tourisme aux États-Unis qui est essentiellement américain. Voire continent américain, c'est-à-dire tout ce qui est pays d'Amérique latine et le Canada. Alors que les Canadiens, cette année, peut-être qu'il y aura moins de Canadiens qui vont voyager aux États-Unis. Oui, sans doute. Mais l'impact est mineur. Tout simplement parce que les États-Unis, c'est un pays isolationniste. Donc c'est un pays qui investit énormément pour son propre peuple. Donc il incite le peuple à rester aux États-Unis, à voyager aux États-Unis. C'est pour ça qu'on considère qu'il y a plus de 60% des Américains qui n'ont pas de passeport. Parce qu'ils ne quittent pas les États-Unis. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller visiter, d'aller faire du tourisme dans d'autres pays, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe. Donc le tourisme aux États-Unis, il y aura peut-être un impact par rapport à l'inflation, mais l'impact sera mineur. Ceux qui ont peut-être le plus à perdre, c'est évidemment Disney, parce que les parcs Disney, ça n'arrête pas d'augmenter, comme c'est le cas d'ailleurs à Disneyland Paris, enfin Disney Resort Paris, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, qui ont encore augmenté leurs tarifs. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'y a pas que Disney qui fait des parcs. Vous avez des tas de parcs partout aux États-Unis. Et des parcs qui sont parfois beaucoup moins chers, beaucoup plus accessibles. Et je dirais qui attire une proportion non négligeable d'Américains qui ont peut-être une dent contre Disney et sa politique wokiste. Universal, par exemple. Universal, ils ont bien pigé le truc. Ils se sont dit, oui, Disney, de toute façon, avec ses conneries, ils vont perdre de la clientèle. Donc, nous, il faut qu'on conquiert cette clientèle. Et Universal Studios en Floride, par exemple, ils ont fait d'énormes investissements là, cette année. Là, il y a de nouveaux parcs qui se sont créés, de nouvelles attractions qui ont été créées à Universal. Et preuve en est, c'est que même Universal a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient construire un parc en Europe, en Grande-Bretagne. Parce qu'Universal, eux, ils ne font pas du wokisme. Universal, ils font du divertissement. Point. Ils ne font pas d'idéologie, ils ne font pas de politique.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour l'actu actuelle. En France, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça tourne en rond de toute façon. Il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas d'ambition politique. Donc ça ne fait que se s'entre-déchirer, se balancer de la merde dans la gueule, et c'est tout. Et dès qu'il y a un gros pépin, oui, alors on vous sort toujours le même argument. Oui, la République ne cédera pas. Oui, la République est forte. Oui, la République tiendra tête. Ben non, en fait, puisque vous ne faites rien. Vous ne décidez rien. Vous ne décidez que des choses qui ne sont que des choses de surface. Mais aujourd'hui, vous êtes en guerre contre le narcotrafic. Et aujourd'hui, le narcotrafic, il gagne. C'est la République qui perd. Donc si vous n'avez pas une volonté politique, alors il y en a, Retailleau, lui, il a peut-être la volonté, mais je veux dire, Retailleau, depuis le temps qu'il se fait rembarrer sur ses choix, ses discours, et qui nous avait dit, oui, si on ne suit pas, je quitte le gouvernement. Mais alors pourquoi tu y es toujours, bonhomme? Puis de toute façon, la situation va empirer en France parce que on approche à 2026. Donc 2026, vous le savez, la campagne présidentielle, elle va commencer. Donc, ils feront rien. Les curseurs ne bougeront pas. Ils vous feront le discours, oui, je vous promets, en 2027, si je suis élu président, je ferai ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Mais putain, si vous n'avez toujours pas compris que c'est que des paroles en l'air, et que, 1, ils n'en ont pas la volonté politique, 2, ils n'en ont pas les moyens humains, matériels et financiers, 3, parce que l'Europe, elle aussi, elle fait les gros yeux si tu ne vas pas dans le sens du vent, de la politique et de l'idéologie européenne. Les migrations, je rappelle, la France a signé le traité de Marrakech. Donc elle ne peut rien faire. Elle ne peut que subir. Ah oui, il y a des pays, même l'Allemagne, elle a renforcé ses contrôles à la frontière, etc. Bah oui, parce que avec les élections et puis la AfD qui continue à monter, à grimper dans les sondages, etc., ils ont plutôt intérêt à faire quelque chose contre l'immigration. Mais j'ai envie de dire en Allemagne, c'est comme en Grande-Bretagne, c'est trop tard. En Italie, c'est pareil. T'as beau avoir fait passer des lois pour limiter, renvoyer les ressortissants étrangers en situation irrégulière, etc. Mais c'est trop tard. La merde, elle n'est pas qu'étrangère. La merde, elle est dans la nationalité. Donc, on tourne en rond. Là, pareil, aux États-Unis, certains Vénézuéliens des cartels de la drogue qui étaient expulsables. Allez savoir pourquoi, allez comprendre pourquoi. Une jurisprudence, une juridiction à Washington, c'est pas la Cour suprême, c'est a cassé la décision. Moi je dis, ces juges, je dis, mais quand vous cassez la décision d'expulser des narcotrafiquants vénézuéliens, vous jouez pour qui exactement? Parce que vous ne jouez pas pour le peuple américain. Vous jouez pour vos potes démocrates. Vous jouez pour vos potes démocrates qui veulent bordéliser la société américaine. Toujours plus de cartels, toujours plus de drogue, toujours plus de tueries, toujours plus de mass shooting, pour ensuite montrer du doigt à Trump parce que c'est de sa faute. Non, c'est pas de sa faute. C'est la conséquence de 60 ans de merde, de 60 ans de mensonges, de 60 ans de collusion, de corruption, de manipulation. Donc tu peux mettre Trump ou Kamala Harris, c'est du pareil eux-mêmes. Ces problèmes sont implantés dans les sociétés. Donc si tu n'as pas de volonté d'être radical, d'être expéditif, d'être brutal, d'être violent pour lutter contre ces problèmes, ces problèmes de toute façon auront toujours le dernier mot. Et pareil en Europe. Donc achetez votre petit kit de survie. Parce que ça va pas dans le bon sens. Mais tant que vous aurez personne, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a certains qui commencent à dire, de toute façon, le paysage politique français, il n'y a personne. C'est pas les Le Pen, c'est pas Zemmour, c'est pas
Dupont-Aignan, etc., qui vont sauver le pays. Hein. Parce que de toute façon, c'est des gens qui sont dans la collusion. Philippot, c'est pareil. Philippot, il sait que de toute façon, il restera toujours petit. Donc il peut s'octroyer l'idée du Frexit. Hein. Mais de toute façon, il n'aura jamais les moyens de le faire. Je vous l'ai dit, de toute façon, si vous voulez sortir de l'Union européenne, il faut faire un coup d'État. Point. C'est pas par les institutions, c'est pas par la politique, c'est pas par la démocratie que vous pourrez le faire. Terminé. Fin du débat. Oui, il y a toujours Asselineau, mais Asselineau, de toute façon, il est mis à l'écart. Il est complètement invisible. Il faudrait un miracle pour que tout d'un coup les gens s'intéressent à ce qu'il dit, à ce qu'il propose. Mais même si à un moment donné, il commence à prendre de la popularité, vous inquiétez pas, ils flingueront. Comme ils ont toujours flingué des gens qu'ils ne veulent pas voir monter en popularité, etc. Voilà pour cette vidéo. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, soyez prudents. Boujou, pis du mieux. À la revoyure.